On repart les amis, on repart donc planification écologique. Julie, tu voulais parler de planification écologique et je t'avais dit tu as intérêt à bien bosser le truc parce que... et alors il se trouve que, je le dis très très vite, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, était, on dit encore ça, patron des patrons, je sais pas si bref, il était sur RTL ce matin. Et alors, discours de planification soviétique années 60. Tu vas adorer, Anne-Sophie Geoffroy Roux de Bézieux. Nous devons avoir un signal clair sur les 10 prochaines années, un cap, etc. Tu es d'accord avec ça? Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui en réclament, le cadre. Enfin, il y a quand même, l'État doit fixer un cadre sur ces enjeux-là, clairement. Mais le cadre, enfin, on le connaît, le cadre. Le cadre, c'est d'essayer de supprimer un maximum de carbone. Oui, alors, notamment. Mais d'abord, il y a un point de départ qui est aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui ne marche pas? Le ministère de la Transition écologique. D'accord. Le ministère de la Transition Parce que la décarbonation, ça marche. La décarbonation de l'économie, enfin, en tout cas, dans les économies développées. Pas à la bonne vitesse. Pas à la bonne vitesse. Donc, le ministère de la Transition écologique, d'ailleurs, il y a un ancien conseiller qui appelle ça le ministère de l'impossible. Je pense que c'est exactement... Enfin, ce ministère existe depuis plusieurs décennies maintenant. On voit que ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à concilier temps long, temps court. On a des ministres qui restent 1 an et demi en moyenne. L'État est incroyablement siloté, donc il n'y a pas de transversalité, donc il n'y a pas les arbitrages favorables. Donc, une situation dans laquelle le Premier ministre arbitre entre Bercy et le ministère de la Transition écologique ou entre l'Agriculture et le ministère de la Transition écologique, ça donne un arbitrage qui est forcément... à moitié. Assez souvent au détriment de la transition écologique, c'est ça que tu veux dire. Mais voilà, donc l'État aujourd'hui, il n'est pas organisé pour gérer la transition, ça c'est clair. Les objectifs, ils sont fixés pour une partie. Sur le carbone, effectivement, ils sont fixés. Sur la biodiversité, sur l'eau, dont on parle beaucoup en ce moment, sur plein d'autres dimensions, ils ne le sont pas. Donc il y a quand même un enjeu aujourd'hui de fixer ces grands objectifs. Prenons le carbone où c'est fait. On a fait une stratégie nationale bas carbone et on n'a pas réussi à tenir les engagements et les feuilles de route qui avaient été données par les ministères. Roux de Bézieux disait ce matin que les décrets n'étaient même pas parus. Non. Plus de la moitié des décrets de cette stratégie nationale bas carbone sont même pas parus. Exactement. Ouais. Donc à un moment, il faut bien se dire on va s'aligner sur des objectifs, on va faire un rétro-planning, on va définir des stratégies sectorielles, des déclinaisons sectorielles qui correspondent, allouer les budgets et puis suivre les mesures. Donc, tu appelles ça pilotage, orchestration, tout ce que tu veux, c'est de la planification quelque part. Après, c'est d'ailleurs, enfin, il y a Roux de Bézieux, Shift Project, Terra Nova, enfin, tu vois bien que tout le monde est en train de se dire, de toute façon, il n'y a pas 36 manières d'y aller. Oui, alors si, Macron le fait bien... pas tout à fait comme Mélenchon. Non, mais c'est bien le problème que j'ai, moi. C'est que s'il y a quand même 36 manières d'y aller. Alors, et justement, si tu regardes Shift Project, et si tu rentres dans des éléments de décroissance et de limitation de production, ou si tu regardes des éléments qui comptent plus sur l'innovation, qui comptent plus sur le dynamisme entrepreneurial et des choses comme ça. Il y a 36 manières d'y aller, justement, Julie. Donc, on est d'accord qu'on a tous un objectif commun. On arrive à se dire, en 2030, voilà l'objectif qu'on doit atteindre. 2050, c'est l'objectif qu'on doit atteindre. Après, il faut évidemment discuter sur les manières de le faire, parce que les trajectoires, elles ne sont pas écrites. Il n'y a même pas de consensus scientifique sur la manière de faire. Donc, il faut bien pouvoir, à un moment, en discuter et statuer et choisir une voie et un moyen d'y aller. C'est-à-dire, c'est les 6 scénarios d'RTE sur la transition énergétique qui vont sûrement arriver dans ce ministère de la transition énergétique. À un moment, quel scénario on prend ? Oui, mais tu prends un scénario, alors ça me va très bien, tu prends un scénario pour EDF, de transition énergétique pour EDF, ok, mais si tu prends, en fait, pour tout te dire, moi, le sujet qui me fait freiner les cas de fer sur cette histoire, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire, tu as un exemple, tu as sous les yeux un exemple qu'on peut quand même qualifier de désastreux. De planification écologique, sur 15 ans. Alors, décision massive prise après Fukushima, donc c'est 2012, oui c'est ça, 2012-2013. Ça, c'est sur le nucléaire. Mais tu as planification énergétique, regarde. Mais non, alors là, désastreux tout à fait. Mais pourquoi aussi? Il faut regarder quand même le bilan de la politique d'Angela Merkel. Il y a eu pendant plus de 15 ans des volontés de créer une Europe de l'énergie, d'essayer d'être plus efficient au niveau de l'Europe, notamment avec la Norvège, de développer l'innovation, l'investissement pour avoir des sources alternatives. Il n'y a pas que le nucléaire. Hein. Ils ont parlé des renouvelables parce que voilà, c'était la mode, il fallait faire tout sur l'éolienne, tout sur le solaire parce qu'en plus on voulait concurrencer la Chine. Mais il y avait plein d'autres manières de pouvoir investir comme l'a fait la Chine ou les États-Unis. Et pendant 20 ans, il y a eu absolument un blocage de l'Allemagne de faire toute alliance au niveau de l'énergie. Bon. Qu'est-ce qui se passe pour la Chine et pour les États-Unis? Mais ça me va bien, ça, Anne-Sophie. Ces problèmes-là. Mais c'est quand même un effet de planification. Oui,
mais il y en a pas eu, et tous les volontés qu'il y a eu d'en faire, l'Allemagne a mis son veto. Donc c'est pas juste, ils sont sortis du nucléaire, et du coup ils ont fait que l'éolienne, et c'est... sortie du nucléaire. Ils ont planifié, mais ils n'ont pas planifié d'avoir avec l'Europe une vision non, d'avoir pas avec l'Europe. une énergie Mais ils ont planifié leur transition énergétique. Non, mais ils l'ont planifié juste en disant on sort de nucléaire parce que c'est un effet émotionnel. Et avec les élections. De travers. Ils l'ont planifié de travers, mais ils l'ont planifié. Il y a une vidéo qui tourne beaucoup. Il n'y a pas de stratégie industrielle. Anne-Sophie, il y a une vidéo qui tourne beaucoup en ce moment qui est terrible. Elle date de 2017. Poutine est devant un forum international et il rigole en disant tiens, les Allemands ferment leurs centrales, ils nous disent qu'ils ne veulent pas de notre gaz. Comment ils vont faire? C'est ce que fait la Chine, ils vont passer au bois. Et Poutine éclate de rire en disant le problème, c'est qu'il va falloir qu'ils viennent en Sibérie aussi pour en chercher. C'est-à-dire que tu es sur des trucs qui semblaient évidents à tout le monde. Vous allez avoir un problème. Mais le mirage de la planification, moi, c'est ça qui m'inquiète. Non, mais il y a eu une planification, mais qui a été mauvaise. C'est pas le problème de la planification. Il faut planifier, là, il y a eu de mauvais le problème de la planification, c'est que tu te rends compte qu'elle est catastrophique au bout de la planification. Oui, mais alors, du coup, est-ce qu'on n'est pas dans un moment où, pour le coup, les planètes s'alignent assez bien pour faire une planification qui soit... Enfin, je veux dire, la crise... J'en sais rien, on va faire des choix massifs sur l'hydrogène. Ouais. Par exemple, on va faire des choix massifs sur l'hydrogène. Tu vois, voilà, c'est en train de partir, etc. Là. Moi, j'entends... Alors, je vais donner un exemple, sans citer, parce que là, je vais donner un exemple aujourd'hui. Airbus et Safran sont en désaccord absolu sur l'avion à hydrogène. Voilà. Airbus dit l'avion à hydrogène est prêt en 2035. Safran dit il n'y aura jamais d'avion à hydrogène. Alors, pourtant, l'hydrogène, c'est essentiel dans la transition. Je peux donner Safran dit ils font les moteurs. Ouais. Voilà. On a besoin d'un cadre. En fait, je pense que ce que dit Geoffroy Roux de Bézieux ce matin, c'est pour pouvoir entreprendre sereinement, investir sur le long terme, il faut qu'on ait de la visibilité, de la stabilité. Et donc, c'est ce cadre qu'il appelle de ses voeux. Et moi, pour moi, c'est plutôt un cadre sur un objectif général. Et ensuite, on laisse la créativité humaine et les gens s'ajuster avec leur talent sans leur imposer des solutions. Je vais donner un exemple très... Tu parles de l'avion. Moi, tu sais que je suis administrateur et modeste actionnaire de Merconcept, la boîte de François Gabard. Ça n'est pas que de la course au large, c'est aussi de la décarbonation du transport maritime. On travaille en ce moment sur un projet de fast foiling ferry, transport de passagers, 200 personnes sur foil, à basse consommation, pour le transport interîle, etc. On fait toute l'analyse de cycle de vie carbone, depuis la construction, à l'impact de la construction, jusqu'à l'impact de l'exploitation. Et on était parti sur une solution hydrogène. Et en fait, on se rend compte qu'en fonction de l'utilisation précise du bateau qu'on va nous commander, il faudra qu'on soit en tout électrique, ou il faudra qu'on soit en hydrogène, ou il faudra qu'on soit en hybride gazole, électricité, que ça va vraiment dépendre des conditions d'exploitation, de combien de rotation fait le bateau, combien il tourne, les distances qu'il parcourt, est-ce qu'on peut le recharger, etc. Et donc on est en train de basculer sur un projet où on aura une coque avec l'asservissement des foils, toute la technologie qui permet de réduire les frottements, donc la consommation d'énergie, et où on adaptera la motorisation et la propulsion à chaque cas d'usage de nos clients. Et aujourd'hui, en fait, si tu dis toutes les entreprises doivent réduire leurs émissions carbone, nous, une discussion en ce moment avec Getlink, la maison mère d'Eurotunnel, qui travaille avec la TSE là-dessus. Si tu prends le transport transmanche, il y a des ferries, des avions et des trains. Mais la demande, si tu laisses toutes les entreprises s'ajuster, toute entreprise est sommée de réduire ses émissions. Mais en vrai, il faudrait qu'Eurotunnel augmente ses émissions s'il prend des parts de marché au ferry ou à l'aérien. D'accord. Donc ces arbitrages-là, s'il n'y a pas un cadre qui le fixe, aujourd'hui on met plutôt de l'argent pour supporter les moyens de transport très carbonés qui doivent se décarboner. Donc tout l'argent des fonds de relance, etc., ils vont plutôt là que sur un... Tu veux dire, ils vont plutôt sur les camions, par exemple, parce que si l'hydrogène, a priori, fait unanimité, c'est sans doute sur les camions, sur les longs transports. Donc tu dis que l'ensemble des moyens vont plutôt sur... le transport routier, on va le dire, voilà. Qui doit se décarboner. Il y plutôt que sur le train. Moins sur les actifs qui sont déjà verts et bien positionnés, mais surtout, en vrai, il y a bien des activités qui doivent augmenter leurs émissions. C'est vrai. Et augmenter leur part de marché. C'est vrai. Et prendre des parts de marché aux autres. C'est vrai. Et ça, tu vois, pour le coup, les Allemands avaient fait, j'avais vu des rapports qui étaient assez intéressants des industriels allemands qui s'étaient mis autour de la table pour se dire, voilà, si on prend cette trajectoire, ça veut dire quoi pour les secteurs et l'évolution des secteurs? C'est les industriels. Ça me va bien si c'est les industriels qui se mettent ensemble. Alors... Là, ton Premier ministre de la planification écologique. D'abord, c'est Jean-Michel Apathy qui dit ça, très bon connaisseur du... Il dit, c'est pas possible. Un Premier ministre, il ne peut pas, en plus,
s'occuper de planification écologique. Et ça, je crois que c'est assez vrai. Enfin, tu connais le fonctionnement des cabinets, tu connais le fonctionnement des ministères. Premier ministre, mais c'est déjà un full-time job, quoi. Non, mais le Tu problème, peux pas faire en plus la planification écologique. Enfin bon, je referme la parenthèse, tu vois. Mais le problème, c'est si c'est un gouvernement qui se met à donner des consignes et... Non mais regarde, le problème c'est que tu as un problème avec planification parce que voilà, c'est chargé historiquement. Donc là, il y a peut-être un biais. Il y a un biais. Sophie, ça te Donc fera si plaisir on d'entendre qu'on sort, est plusieurs. voilà. Donc si on sort de ça et on est juste factuel, etc., qu'est-ce qu'il y a derrière On aime beaucoup parler toujours des États-Unis ici, et c'est un exemple. Qui a fait la Silicon Valley? C'est le Pentagone et c'est la NASA qui ont planifié que sur les 20 prochaines années, les États-Unis allaient devenir la première puissance au niveau du numérique. Pour l'énergie, qu'est-ce qu'a fait les États-Unis depuis 20 ans, quels que soient les gouvernements successifs, c'est de dire on veut être indépendant de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Donc de fait, on va tout mettre sur le Mexique, tout mettre sur le Canada et on va faire le pétrole et le gaz de schiste. Ça, c'est de la planification. Ma chère Anne-Sophie, ensuite, non, je réponds à ça. les entreprises investissent, font ce qu'ils ont à faire et trouvent ce qu'il faut. Et l'État se mêle pas derrière. Je réponds à ça avec l'excellent bouquin d'Eli Cohen. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ah bah oui. Et entend cette thèse. Et entend, mais tu l'as lu, Eli Cohen. Oui. Il décrit exactement ce que tu décris, la perfection de la planification industrielle aux États-Unis. Et le désastre que ça donne quand on arrive en France. Et où on n'arrive pas... Mais on n'arrive pas à s'affranchir des potentats locaux, des puissances politiques. C'est un autre sujet. Mais là, on avait le débat, il ne faut pas de planification écologique. On peut faire une planification écologique. La question, c'est comment on la fait. Mais on peut en faire et d'autres pays la font. D'accord. Donc, il ne faut pas être Je pense qu'on ne sera pas capable de bien la faire. Alors, c'est ça qui va nous mettre d'accord. Que tu as un biais négatif sur la capacité de la France à faire la planification. Alors voilà, qu'il faut nous laisser notre chance. Et un certain nombre d'autres choses, d'ailleurs. Parce que si tu parles... Tu vois, il y a une tendance lourde que je trouve très, très dommageable. Quand j'ai commencé à avoir une conscience d'électeur, on avait une constitution de la 5e dans laquelle on pouvait utiliser le gouvernement par ordonnance et le 49.3. Et les gouvernements l'utilisaient fréquemment pour faire avancer leurs desiderata politiques, appliquer leur programme. Personne ne disait rien. Aujourd'hui, c'est devenu insupportable, c'est-à-dire que depuis les frondeurs, celui qui sort le 49.3 ou même celui qui veut gouverner par ordonnance, t'imagines le truc. C'est un apprenti même Chirac dictateur. a fait des trucs en 86-88 à coup d'ordonnance, personne ne disait rien. C'est peut-être le seul moment où il a été utile au pays d'ailleurs. Bon. Donc, t'es vraiment t'es coincé. Et au lieu de dire... Je suis réélu, j'attends ma majorité, je vais appliquer mon programme et je vais le faire en utilisant les moyens institutionnels à ma disposition. On est en train de dire il faudrait mieux associer les citoyens et tu vas essayer de décaler ça des assemblées, et sortir ça des institutions. Et alors là, tu rentres dans un truc impossible. Et donc, la paralysie du politique, on va droit dedans. Si on n'a pas le courage de dire j'ai l'ordonnance 49.3, j'ai un programme, vous m'avez élu pour ça, et je vais y aller. Et alors, ça, c'est pas de la planification, c'est de l'exécution réglementaire. Non, pas du tout. Ça, c'est une manière de gouverner qui est datée, c'est tout. C'est une autre époque. Et là, on n'est plus dans cette époque. Dans ce cas-là, mais c'est une autre époque, c'est une époque efficace. Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez faire la transition écologique sans les citoyens? Vous pensez que ça va être efficace? Ah bah oui, il y a un paquet de absolument, choses, il y a un paquet de choses qu'on peut faire sans les citoyens, notamment la réforme des retraites. Ça, c'est... Non mais, enfin, c'est un autre débat. Non, mais Anne-Sophie, pardon, non, vraiment. Alors là, oui, sérieusement, c'est des décisions. Tu sais, la pantalonnade c'était quoi? C'était le Forum citoyen. C'est des décisions. Quand je te dis Convention citoyenne, Safran, Airbus, pas d'accord. C'est des décisions techniques. Mais non, c'est pas autre chose. C'est ça. C'est l'état de la technique. Éolienne, pas éolienne. C'est absurde comme débat. Il y a l'État qui peut donner un cadre, on a cité l'exemple américain. Ensuite, il y a l'innovation, en effet, et l'investissement. Et ça, c'est les entreprises qui doivent le faire. Là, il n'y a pas de débat. C'est pas l'État qui va vous dire. Et les débats dont tu parles, c'est en effet des débats techniques d'industriels qui doivent se faire. Et ensuite, pour qu'il y ait une acceptation, parce que le citoyen, c'est aussi un consommateur. C'est du pognon. Non. Bon, là, je pense. Alors, acheter une rente. L'acceptation, c'est juste que ça coûte pas trop cher pour le consommateur. Le citoyen, c'est également un consommateur. Tu le vois, on a autant parlé ici des nouvelles manières de consommer, etc. Tu ne peux pas dire, tu fais tout ça sans. C'est pas pour ça que le citoyen, demain, ils ont fait la convention citoyenne, va dire entre Safran et techniquement ce qu'il faut faire. C'est pas du tout le sujet. Donc là, il faut pas tout mélanger. Il y a différents caps à faire et chacun doit tenir son rôle. Le citoyen doit être associé parce que c'est le futur consommateur qui va justement décider par son porte-monnaie de consommer, peut-être, parce que c'est ça le
sujet, de payer sûrement plus cher, notamment au début, des prix et des biens. Donc ça, c'est un vrai sujet. On ne peut pas faire sans le citoyen. Les industriels, les entreprises sont là pour investir et avoir les débats techniques d'innovation. Et le gouvernement est là pour mettre un pacte et une vision à moyen long terme en disant voilà ce qu'on veut. En 2049, la Chine sera la première puissance industrielle. Dans 20 ans, les États-Unis seront la première puissance numérique. Et nous, il faut le faire. Donc chacun a son rôle à jouer. Il ne faut pas tout mélanger. Et nous aussi, la France, on peut le faire. On n'est pas inférieur par rapport aux autres. Un grand projet de planification du XXIe siècle. Non, voilà. Je te rejoins. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'effectivement, le critère clé qui sera le plus difficile pour la réussite de cette planification, c'est la concertation citoyenne. Évidemment. Et moi, je trouve que c'est le plus complexe. Non, mais évidemment. On est mort. En tout respect, je pense que vous évacuez un peu vite le sujet. Concertation citoyenne égale démonétisation aggravée du suffrage universel et de sa valeur, et donc incapacité à réformer vraiment. Voilà. Mais tu peux voter, je souhaite me tromper. En l'occurrence, la convention citoyenne, ça peut être un super bon outil. C'est pas comment un outil pour faire quoi? Mais il n'a pas de légitimité institutionnelle. Elle sert à quoi? Mais c'est pas forcément l'une contre l'autre. On ne peut gouverner qu'en étant institutionnellement. En l'occurrence, ça a été l'une contre l'autre, Anne-Sophie. Non mais en l'occurrence, la Convention citoyenne a sorti des trucs que jamais l'Assemblée n'aurait validés. Jamais. La preuve, d'ailleurs, ça ne s'est pas passé. Il faut réfléchir à d'autres modalités. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Pas forcément pour décider. Je souhaite que vous ayez raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pour notre pays, je souhaite que les scientifiques et les ingénieurs qui vont décider de ce qu'il faut faire. C'est pas possible. En fait, retour sur Elie Cohen. Quand tu regardes donc la période de planification heureuse de la France qui commence au tournant des années 50, tu te retrouves avec effectivement une bande d'ingénieurs qui vont aller lire ce bouquin, il est vraiment passionnant, qui vont par exemple renoncer donc sur le spatial, sur le nucléaire et sur le ferroviaire. Tu as à ce moment-là, fin des années 50, 3 technologies françaises de pointe. Ils vont renoncer aux 3. En fait, sur le spatial, sur le nucléaire et sur le ferroviaire, ils vont en fait dire les étrangers sont meilleurs que nous, on va laisser tomber ce qu'on a mis au point. Tournant des années 50 et des années 60. C'est le moment sur le nucléaire, c'est Framatome. Et on va aller chercher, en fait, c'est General Electric à l'époque, je ne voudrais pas dire de bêtises. Enfin bref, on va aller chercher la technologie américaine. Sur le ferroviaire, on renonce à l'ensemble des dispositifs aérotrains, etc. Enfin, tu sais, il y a près d'Orléans, il y a encore le turbotrain et tout, pour aller aussi chercher des technologies qui n'étaient pas des technologies françaises. Et alors là, je crois que c'est la technologie diamant, mais je ne voudrais pas rentrer dans le détail parce que je ne le maîtrise pas sur le spatial, où pareil, ces ingénieurs, mais qui sont en mode DARPA, qui ne répondent effectivement en fait à personne, même pas au Premier ministre, qui ont la confiance totale en fait du politique et qui vont nous mettre comme première puissance, comme une puissance industrielle extraordinaire à la fin des années 70. Déjà, ce n'est pas la même période, on est en 2022, et on n'est pas obligé d'opposer. Pourquoi opposer? Je crois que si, parce que sinon tu perds ton temps. Tu t'en lis. Bon, non, mais alors, attends, ça nous amène avec 2 questions qui m'intéressent beaucoup et le temps tourne très vite. D'abord, donc, effectivement, il est d'accord avec vous, Emmanuel Macron. Donc, agir ne signifiera pas administrer le pays, enchaîner des réformes comme on donnerait des solutions toutes faites à notre peuple. L'action est jumelle du rassemblement, du respect, de la considération. Est-ce que ça fait pas un roi fainéant ça fait pas le 49-3 et est-ce que ça fait pas Chirac deuxième mandat? Pourquoi c'est forcément inefficace les ordonnances, pourquoi c'est forcément cette manière de faire qui serait efficace? Parce que, cite-moi un exemple récent. Vous le voyez aujourd'hui, vous avez les gilets jaunes, etc. Vous voyez que tout le monde demande plutôt de... T'en penses. Qui sortait du cadre institutionnel, la mise en œuvre d'un programme politique sortant du cadre institutionnel de la Constitution de la 5e a porté ses fruits. D'accord, mais dis-moi ça, un seul exemple. Là, on est en 2022. Sur l'industrialisation, sur l'écologie, sur l'énergie. Bonne question. Un seul exemple. Sur la lutte contre le chômage. Non, mais c'est ça, des exemples, on peut en prendre plein là-dessus. Sur la Convention citoyenne, tu l'as dit, ça marche pas parce que c'est mal fait, etc. La question, c'est, de toute façon, cette transition va se faire et il y aura un vrai sujet de prix et de pouvoir d'achat. Ben oui. Tu ne peux pas le faire en disant, ça va être que quelques personnes qui vont faire et qui vont décider de tout, et si ça marche pas, on le fait. Si, on les a élus pour ça. Par ailleurs, on n'a pas eu de campagne, on n'a pas eu de proposition, ou très peu. Un Macron qui arrive aujourd'hui et qui dit voilà mon projet, je l'applique en 49.3, je peux te garantir. Oui. Non, mais alors attends, c'est impossible. pour sortir de l'écologie, si on a eu un projet,
un point, c'est la retraite à 65 ans. Et là, on a voté. Et Macron arrive en tête à la fin du premier tour en ayant clairement dit retraite à 65 ans. Et chiffre que j'ai beaucoup donné, qu'on doit à Liaison Sociale, 44% des sympathisants de la CFDT votent Macron au premier tour. Retraite 65 ans. Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller en force? Laurent Berger, elle pouvait déjà faire. Laurent Berger dit no way, tu passes ta réforme. Exactement. Moi, là, honnêtement, je suis au gouvernement, j'ai le courage de le faire dès le début, et je la passe. Mais celle-là, il peut la passer. Il était prêt à utiliser le 49.3 d'ailleurs juste avant le Covid, donc il n'y a pas de sujet. Oui, on est d'accord pour qu'on utilise le cadre institutionnel pour faire avancer les choses. Je suis d'accord pour qu'on organise. Oui, bien sûr, quand c'est des choses qui ont été clairement données par le mandat de l'élection. C'est pas le cas pour l'écologie. D'accord. Bon, donc ça veut dire qu'on aura une réforme des retraites, parce que cette cartouche-là, moi j'y crois pas. Cette cartouche-là sur des réformes importantes, tu l'utilises pas 8 fois sur 8 réformes importantes successives. Tu termines avec des gilets jaunes. Avec plaisir. Donc tu as un sujet. Bon. Et on verra. On a bien fait d'en discuter. discuter. Ah mais c'est super. Mais j'adore. Mais non, mais c'est même la preuve que. Enfin bon, bref. Il y a là-dessus, si tu veux, quand même, des convictions très fortes en chacun d'entre nous, tu vois. Et se dire que par la discussion, tu vas faire émerger mais non, on n'a pas dit consensus. La discussion, on a dit l'association. Mais bon, on l'a dit. Allons-y. Les retraites, ça va se faire, ça va pas se faire. Comment est-ce que vous voyez les choses? Moi, quand je lis cette phrase-là, l'action est jumelle du rassemblement, du respect, de la considération, que j'entends effectivement Laurent Berger dire il n'y a aucune voie de passage. Aucune voie de passage sur la retraite. En plus, c'est même plus 65-64. Je suis très inquiet. Non, moi je pense qu'il va le faire, enfin il va faire en tout cas une réforme des retraites, ça je le pense, puisque déjà pour les finances publiques, pour des signaux, on doit montrer une réforme qui montre qu'on va se désendetter. Après je pense qu'elle ne sera pas peut-être aussi forte que la première mouture, c'est-à-dire que ça ne sera peut-être pas 65 ans. Il y aura sûrement des aménagements, tous les régimes spéciaux ne vont pas être supprimés. En tout cas, ce sera peut-être plus light que ce qu'il avait envisagé au tout début. Mais en tout cas, il devra faire une réforme, notamment pour les partenaires européens, pour montrer qu'il y a une volonté de se désendetter, qu'il y a une réforme forte, comme les autres pays l'ont déjà fait, que l'on va au moins vers cette tendance. Mais elle est essentielle, celle-là. Oui, mais tu as vu ce qu'elle te dit, Anne-Sophie, qu'on va au moins vers cette tendance. T'es pas sur les 4 mois de plus par an à partir de l'année prochaine. Hein. D'accord. Ça, t'y crois pas, Anne-Sophie? Non. Donc moi, je pense honnêtement, l'hypothèse du roi fainéant est très, 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 très forte. Ah oui, elle t'inquiète toi aussi. Non, mais c'est pas l'hypothèse du roi fainéant. Il faut quand même regarder même les résultats des élections. Vous êtes à un niveau de fracture et de clivage jamais atteint. Quand vous voyez par région, etc. Vous ne pouvez pas faire, maintenant qu'il est président, il est président de tous les Français. Je vous rappelle que les crises sociales ont un coût économique. Donc là, en effet, ça parle à tout le monde. Et que vous ne pouvez pas mettre en force énormément de politique. Vous parlez de Chirac, etc. À l'époque, ces présidents étaient élus au premier tour à au moins 30%. Aujourd'hui, on est à un tel niveau d'étiolage. 19, Chirac. Pas quand il a été réélu, mais quand on regarde toute la Ve République, souvent la première base du premier tour, vous avez la droite, la gauche, vous avez une base premier tour plus du premier Chirac, 1990. Qui est beaucoup plus, on va dire, forte et qui correspond à un style idéologique. Sophie, ce n'est plus le cas cet état de fait? Parce que justement, les politiques n'agissent plus. La seule chose qui me rend optimiste. Alors là, on peut pas du tout. La seule chose qui me rend optimiste, qui me donne une lueur d'espoir sur le fait qu'il y aura quelques réformes significatives qui vont être faites malgré la fracture qu'Anne-Sophie pointe, c'est que c'est un deuxième et dernier mandat. Bah oui. Et tu sais, moi j'ai gardé. Il peut faire 5 ans et après ça. Moi j'ai gardé ici. Moi j'ai gardé ici le. Oui, bon. Moi j'ai gardé ici le Sarko qui disait je ferai peut-être qu'un mandat, je terminerai fondamentalement impopulaire, mais je vous promets, je vais faire les réformes. Et puis finalement il l'a pas fait. Ouais. Et là on est dans un cas de réélection réussi, Ouais. où il a 5 ans devant lui. Ouais. 5 ans devant lui, peut-être il va se détendre un peu sur une réélection, sa popularité, etc. Et que ça va lui donner le courage d'activer un certain nombre de choses, malgré, en acceptant la popularité correspondante. Il a toujours dit qu'il se projetait sur 10 ans. Et que de toute façon, en 5 ans, c'était beaucoup trop court pour la réforme. Donc, moi, j'ai pas tellement de crainte. D'ailleurs, on voit un président qui, je pense qu'il est tout à fait conscient que sur les législatives, il peut perdre sa victoire et et du coup, il s'investit comme aucun président. Mais il s'investit pas, il se passe rien. Si. On peut pas dire qu'il se passe rien. Qu'est-ce qui se passe? Non, là. Non, il se passe rien. On n'a pas de Premier ministre, on n'a pas. Tu peux pas dire retraite, d'accord, il a fallu confiance pour gérer le timing, ça, c'est pour le coup. Il est bon.
Si, Si, attends. tu vas voir qu'il va très très bien gérer son timing avant les législatives. Et il sait très bien. Mais Macron, c'est quoi il est ne rien obligé. faire, c'est gérer le timing. Non, C'est pas qu'il ne fait rien, c'est pas parce qu'il n'a pas nommé. Il est surtout en train. Non, il fait rien parce que. Attends, tu peux pas dire d'un Mais côté. attends, Julie, attends, moi je dis, il fait pas rien, mais qu'est-ce que tu as en tête quand tu dis il fait pas rien? Non, mais parce qu'il s'implique dans les législatives. Il a peur, en tout cas, il travaille activement pour, avoir une Et avoir des majorité accords. et se battre contre Mélenchon et l'alliance électorale. La NUPES, là, ouais. Voilà, qui n'est pas une recomposition pour moi de la vie politique, mais bien une alliance électorale très opportuniste. Oui, c'est ça, oui. Et puis, tu vois, comme il tient sa majorité et son projet, je veux dire, il ne veut pas entendre de majorité plurielle, Emmanuel Macron. Hein. Il veut tout le monde aligné derrière son projet. C'est ça qu'il est en train de faire quand même en ce moment. Et comment Tout tu le le monde fais aligné avec derrière son projet. Ce qui est vraiment un des points pour le coup. Lui, son angoisse, c'est les frondeurs sous Hollande. D'accord. Ils l'ont traumatisé. D'où la guerre contre Édouard Philippe, par exemple. D'où la guerre contre Édouard Philippe. Je tiens de tout le monde. Donc c'est bien ce qui quand même essaie de préparer un mandat sur lequel il dit les gars, maintenant on avec sa déroule. charte des Et 12 il va pas engagements tellement des députés de la majorité, etc. pas tellement changer son style, malgré ce qu'il dit là. Julie, tu peux pas dire d'un côté, en fait, sur la retraite, au moins, il a été clair, donc on pourrait le faire sans concertation, et sur tout le reste, comme il n'y a pas de clarté de programme, il faut le faire sans concertation, et dire d'un autre côté, il est en train de préparer les législatives activement, puisque pendant cette phase dans laquelle il prépare les législatives, oui, il est sur le terrain à soutenir les députés investis par sa majorité, etc., mais il n'a pas du tout affiné son programme. Il va attendre après les élections pour commencer à sortir du bois sur ce qu'il a vraiment l'intention de faire. Donc on ne peut pas dire qu'on va voter aux législatives avec plus de visibilité sur un projet que ce qu'on a eu dans cette non-campagne que tu dénonçais toi-même tout à l'heure. On est d'accord. Il structure sa majorité. On peut faire les ordonnances 49.3, etc. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il a essayé de faire au tout début quand il a fini la loi travail, quand il y a eu les retraites. Mais voilà les conséquences. Crise sociale, ça ne marche pas si on est empêtré pendant des crises, pendant des mois et des mois pour faire passer des réformes. Donc ce qui fait, comme là il est très faible au premier tour et que c'est complètement divisé 20-20-20 avec un niveau de l'extrême droite qui est énorme, c'est essayer de trouver, je dis pas une coalition en mode Europe du Sud, mais en tout cas d'essayer d'avoir des personnels et un équilibre qui lui permettra de faire passer un maximum de ces réformes en ayant justement des partenaires avec lui. Anne-Sophie, je l'appelle de mes voeux. Ça ferait plaisir pour mon pays. Je pense que le risque qu'il ne se passe rien est très très élevé. Et que la concertation aggravera ce risque. Donc, non, mais j'avoue que Julie, l'idée qu'il est en train de construire une majorité commando, quoi, on va dire ça comme ça, voilà. Enfin, une majorité bataillon plutôt, parce qu'on espère que ça va être un peu plus important qu'un commando. Pour faire quoi? Il ne dit pas encore pourquoi faire. Mais voilà. Pourquoi faire ou pour s'assurer? Parce que tu dis, il a 5 ans, on va se retrouver dans une configuration à l'américaine. C'est-à-dire que dans 2 ans et demi, l'ensemble de ceux qui l'entourent commenceront à penser eux. Alors, on aura un midterm qui... 3 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne qui dit ce matin, je crois que c'est dans les Échos que j'ai vu ça, oui, qui dit ce matin dans les Échos. Donc Macron lance l'idée d'une communauté politique européenne. Nouvelle manière d'intégrer rapidement à l'ensemble européen ce qu'il souhaite, et donc il pense à l'Ukraine. J'accueille la créativité de votre président il dit « J'accueille la créativité de votre président », dit l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, mais je suis très sceptique. Proposer ce substitut revient à réinventer la roue. Soit on est dans l'Union européenne, soit on est dehors. Donc les Ukrainiens n'en veulent pas de cette communauté politique européenne. Le problème actuellement, c'est qu'en effet, dans le processus, vous avez différents chapitres. Les étapes sont très longues. Et puis derrière, en effet, il y a énormément de critères, notamment monétaires, que vous devez remplir. Donc c'est vrai que c'est des processus qui sont excessivement longs. Là, bien sûr, il y a une opportunité politique de dire attention, guerre en Ukraine. Donc on peut essayer de rentrer peut-être en ne respectant pas tous ces critères parce qu'il y a ce péril. Ce que dit Macron, c'est je ne rentre pas dans l'Union. Je crée une espèce de structure nouvelle. Exactement. Pour faire patienter un petit peu devant la porte. Bon, donc ça, c'est vrai que l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, ils rentrent pas comme ça parce qu'il n'y a pas de critères qui sont remplis. Par contre, ils sont sous l'influence. Ils sont sous l'influence, et donc par rapport à la Russie, ça donne un signal fort qu'ils sont sous l'influence européenne. Donc ça permet de ménager un petit peu. Moi, je pense qu'en effet, ça pourrait être, en tout cas vu l'état de l'Union européenne, accepté par le plus grand nombre, parce qu'il y a toute une partie des pays qui ne voudra jamais qu'ils rentrent. Donc oui, par contre, je pense que c'est inacceptable côté ukrainien, parce que voilà, ils sont dans la guerre et ils sont dans le parrain. C'est une diplomatie du symbole, mais... c'est une diplomatie du symbole, mais ils sont forts, les symboles, quand même. Très forts.
Une sorte de, alors on en parlait d'ailleurs en début de semaine avec Leonidas Kalogiropoulos, une sorte de citoyenneté européenne finalement, et donc l'Union proclame, oui, vous faites partie de la famille, même si on n'habite pas ensemble. C'est pas négatif, parce que c'est vrai qu'on a tout mis sur l'Europe, sur le marché, l'économie, et on n'a jamais construit l'Europe politique. Donc ça peut être aussi de dire... très très intéressant. Il faut bien qu'on arrive à stratifier une Europe politique, au moins dans un périmètre restreint, parce qu'on voit bien qu'à 27, c'est quand même compliqué, à 37, je te fais pas un dessin. Enfin, il a dit que oui, mais tu le fais autrement, tu vois, à 37, tu le fais autrement. Un côté exponentiel à la complexité, si tu veux, et donc prendre d'autres angles, et revenir sur une communauté d'intérêts politiques, plus que sur un libre marché ou en complément d'un libre marché, me semble très intéressant comme angle pour recréer finalement une vision européenne un peu rose, un peu intéressante, un peu attractive, sauf que visiblement, les candidats n'en voudront pas, quoi. Non. Les Ukrainiens n'en veulent pas. Ils sont en guerre, donc c'est vrai que ça paraît un petit peu... Non, mais je pense que ça concerne aussi tous les pays des Balkans aujourd'hui. Oui, parce qu'ils se disent... Les Serbes, ce serait intéressant quand même. Les Serbes, ils sont... c'est très très compliqué en ce moment, la position de la Serbie, donc ce serait très intéressant. Ça peut être très intéressant pour la Finlande, tu vois, comme sas d'entrée. Voilà. Merci les amis, c'était passionnant. On reparlera à planification la prochaine fois. Donc demain, évidemment, Aurélie Planex, et on se retrouve lundi. Lundi, on reparlera d'ailleurs géostratégie, ensemble européen avec Jean-Dominique Giuliani, et puis l'économiste Jérôme Matisse qui vient nous voir régulièrement. Il se trouve qu'il a écrit un bouquin absolument passionnant sur le prix de la vie. Je ne sais pas si tu as lu ça, Anne-Sophie. Mais je regardais. Oh là 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 là, c'est vraiment. C'est un sujet incroyable. Sauf que, en fait, sa thèse, c'est n'ayons pas peur. Calculons, oui, efficacement le prix de la vie. Ça permettra de prendre des décisions beaucoup plus rationnelles qui, en fait, permettront de sauver des vies. On verra ça ensemble lundi.